Le stylo glissa sur le papier comme un serpent tranquille. Signez ici, Madame Morel, dit le notaire, la voix polie, mécanique, sans comprendre qu'il venait d'assister à un meurtre silencieux. Lucienne leva les yeux. En face d'elle, sa fille souriait. Ce n'était pas un sourire de tendresse, c'était celui d'une femme qui venait d'obtenir ce qu'elle voulait sans le mériter. Tu vois, maman, tout est en ordre maintenant. Je m'occuperai de la maison, tu n'auras plus à t'en soucier. Le cœur de Lucienne battit lentement. Cette main, la même qui autrefois lui caressait les cheveux, venait de trahir son sang. Sur la table, les papiers semblaient officiels. Cachet, timbre, signature. Mais Lucienne savait. Elle avait travaillé 37 ans dans un bureau communal, parmi des formulaires, des tampons, des actes authentiques. Elle savait la différence entre l'encre fraîche et celle du pouvoir. Elle ne dit rien, pas encore. Le notaire replia le dossier, le rangea dans une chemise beige, puis offrit un sourire de convenance. Tout est en règle, la propriété du 14, rue des Églantiers, passe au nom de Madame Sophie Durand, née Morel. Le mot passe résonna dans la tête de Lucienne comme un coup de tonnerre. Sophie se leva d'un bond, fit mine d'embrasser sa mère sur la joue. Tu verras, maman, c'est mieux comme ça. Tu ne peux plus entretenir une maison pareille, et puis tu seras tranquille, crois-moi. Lucienne ne répondit pas. Elle laissa le contact de la peau de sa fille s'éteindre sur la sienne. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de lucidité. Le soir même, en rentrant dans la vieille maison, elle marcha lentement dans le couloir. Le parquet grinçait sous ses pas, fidèle témoin de 60 ans de vie, de repas partagés, de disputes, de rires. La lampe de cuivre diffusait une lumière chaude, presque bienveillante. « Tu veux me voler ma maison ?» murmura-t-elle à voix basse, en déposant son sac sur la table. Le chat, vieux comme elle, leva la tête et la regarda sans comprendre. Elle s'assit, prit un carnet et nota 3 mots. Acte falsifié, signature, vengeance. Puis elle rangea le carnet dans le tiroir du buffet, le même où son mari gardait jadis les papiers d'assurance. Dehors, la pluie tomba sans bruit. 2 jours plus tard, Sophie arriva, les bras chargés de courses et de fausses affections. J'ai pris du café, du lait et des petits gâteaux pour qu'on parle tranquillement, d'accord? Lucienne servit 2 tasses, sans répondre. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Je veux juste t'aider. Regarde-toi, toute seule ici, tu te fatigues pour rien. Le ton doucereux, les phrases bien huilées. Mais sous la table, Lucienne serrait la cuillère si fort qu'elle se plia légèrement entre ses doigts. Sophie sortit un papier de son sac. Tu vois, le notaire m'a déjà envoyé la copie. C'est officiel maintenant. Lucienne la regarda droit dans les yeux. Officiel? Un silence lourd tomba entre elles. Sophie sourit encore, mais son regard vacilla un instant. Oui, enfin, c'est fait, quoi. Lucienne hocha lentement la tête. Alors, il ne reste plus qu'à attendre que tout cela porte ses fruits. Elle parla doucement, presque avec tendresse, mais dans ses yeux, une lueur froide s'alluma, nette, tranchante, comme un éclat de verre au soleil. Ce soir-là, elle rouvrit son tiroir et sortit le vieux carnet. Sur la page suivante, elle écrivit « Elle croit que je ne sais rien. Elle ignore que la vengeance, elle aussi, s'écrit à l'encre bleue. » Puis elle referma le carnet, se leva et ouvrit la fenêtre. L'air de la campagne entra, chargé d'humidité et de secrets. Lucienne inspira profondément. Le calme avant la tempête venait de commencer. Le matin se leva sur un ciel gris et bas. Dans le jardin, la brume s'accrochait encore aux rosiers. Lucienne, debout dès l'aube, tournait lentement la clé dans la serrure du cabanon. Chaque geste était précis, calculé, silencieux. Elle sortit un vieux classeur à la couverture usée, rempli de papiers jaunis, de copies de factures, de contrats et d'actes anciens. C'était son trésor, son armure. Pendant des années, elle avait tout gardé, chaque papier, chaque signature. Elle disait toujours que le papier ne ment jamais. Sur la table de la cuisine, elle étala tout. Des actes de propriété, les quittances d'impôts, les certificats de travaux réalisés par son mari Paul. Elle les alignait comme des soldats avant la bataille. Et tandis qu'elle triait, une pensée la hantait. Comment ma propre fille a-t-elle pu faire ça? Sophie, elle, se réveillait à 50 kilomètres de là, dans un appartement trop grand et trop vide. Le silence des lieux contrastait avec le cliquetis nerveux de son téléphone. Oui, la maison est à mon nom maintenant. On pourra commencer les démarches pour la mettre sur le marché d'ici 2 mois. Non, ma mère ne dira rien, elle comprend au fond.
Sa voix oscillait entre confiance et panique contenue. Elle savait qu'elle jouait avec le feu. Mais le feu, Sophie l'aimait. Elle raccrocha, se regarda dans le miroir. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Elle avait l'air d'une femme fatiguée de mentir, mais pas encore prête à s'arrêter. Tu ne comprends rien, maman, murmura-t-elle à son reflet. Tu vis dans un autre siècle, c'est à moi maintenant, c'est mon tour. Lucienne, assise devant la fenêtre, observait la route du village. La camionnette du facteur passa sans s'arrêter. Le monde, lui, continuait indifférent. Sur la table, une tasse de café refroidissait lentement. Elle regardait les papiers étalés, les dates, les cachets, les encres différentes. Et soudain, un souvenir remonta. Sophie a 20 ans quittant la maison en claquant la porte. Je veux vivre, moi, pas finir comme toi, à arroser des géraniums. Lucienne l'avait laissée partir sans un mot. Ce jour-là, elle avait compris que certaines distances ne se mesurent pas en kilomètres, mais en cœur. Elle referma doucement le classeur et alla au salon. Sur la cheminée, une photo de son mari. Tu entends ça, Paul? Ta fille veut nous prendre ce qu'on a construit. Le visage figé sur la photo semblait la regarder. Lucienne s'assit, les mains jointes, et murmura : « Mais je te promets une chose, elle n'y arrivera pas. » Vers midi, elle sortit dans le village. Les voisins, curieux comme toujours, la saluèrent avec leur demi-sourire. « Alors, Lucienne, ça va? On dit que Sophie t'aide à vendre, hein ?» Lucienne leva la tête, tranquille. « On dit beaucoup de choses, Claudette, peu sont vraies. » Et elle continua sa marche, droite, digne, la canne frappant le pavé comme un métronome. Au café du coin, elle entra pour commander un café noir. Le patron, un vieil ami, la regarda avec une inquiétude discrète. « T'as pas l'air dans ton assiette, Lulu ?» Elle répondit calmement : « Ce n'est rien, Marcel. » J'observe le vent avant qu'il ne tourne. Marcel fronça les sourcils, mais ne posa pas de questions. Il savait qu'elle parlait toujours par énigme quand quelque chose se préparait. L'après-midi, dans le grenier, Lucienne ouvrit une vieille boîte en fer. À l'intérieur, un tampon municipal, une loupe et une petite bouteille d'encre bleue. Elle les regarda longuement. Le tampon provenait de son ancien bureau, celui qu'elle avait gardé par nostalgie. Il portait encore le sceau de la mairie. Lucienne effleura la surface du métal. Elle pense que je suis vieille et lente. Elle oublie que j'ai passé ma vie à authentifier des mensonges. Elle descendit au salon, prit le carnet du buffet et ajouta une phrase. Le vent tourne, et quand il tourne, il emporte tout. Dehors, les nuages s'amoncelaient lentement. L'air sentait la pluie à venir. Sophie, à des kilomètres, ignorait encore que la tempête qu'elle avait déclenchée ne serait pas faite d'eau, mais de vérité. Le dimanche suivant, Sophie débarqua dans la cour avec un sourire éclatant et un sac plein de cadeaux. Des fleurs du supermarché, un gâteau emballé, une fausse tendresse qui sentait la stratégie. « C'est pour toi, maman, tu ne manges rien de bon toute seule. » Lucienne la regarda longuement, puis ouvrit le portail sans un mot. Le bruit des graviers sous les pas de sa fille résonna comme une intrusion. Dans la cuisine, le silence s'installa. Sophie posa le gâteau, s'assit, déboutonna sa veste et croisa les jambes avec l'assurance de celle qui croit régner. « J'ai réfléchi, maman. Il faut qu'on avance. La maison, c'est beaucoup d'entretien. Toi, tu pourrais aller dans un petit appartement plus pratique, sans escalier, et moi je m'occupe de tout. » Lucienne versa le café sans répondre. La cuillère tournait lentement dans la tasse, le métal frappant la porcelaine à intervalles réguliers. Cling, cling. « Tu ne dis rien ?» demanda Sophie un peu contrariée. « J'écoute, » répondit simplement Lucienne. Sophie soupira. « Tu sais, tu devrais me faire confiance. Je gère mieux que toi, j'ai des contacts, je peux faire fructifier les choses. » Lucienne leva enfin les yeux. « Fructifier ?» Le mot sortit de sa bouche comme une lame polie. « Oui, maman, tu ne comprends pas, c'est pour nous deux. Et puis, tu m'as toujours dit que tout ça reviendrait à moi, non ? Alors j'anticipe, c'est tout ?» Lucienne hocha lentement la tête, son visage impassible. « Anticiper, oui, mais on n'anticipe pas la mort des vivants. » Le silence tomba, lourd, dense. Sophie détourna le regard, vexée. « Tu dramatises. J'essaie juste de t'aider, c'est tout. » Lucienne se leva calmement, prit une assiette, la posa devant elle. « Tu veux du gâteau ?»« Non, merci, » répondit Sophie sèchement. « Dommage. Il est sûrement aussi sec que tes promesses. » Sophie se raidit. Lucienne, sans hausser le ton, continua. « Tu penses que je ne vois rien, mais tu mens depuis que tu sais parler. Tu as juste appris à mieux choisir tes mots. » « Arrête, maman. » « Non, pas encore. Laisse-moi finir.
Tu crois avoir tout prévu. Les papiers, la vente, les signatures. Mais tu ignores la seule chose qui te manque. Et quoi donc lança Sophie agacée. Lucienne sourit faiblement. La patience. Ce soir-là, Sophie raconta à une amie au téléphone. Elle devient étrange, ma mère. Elle dit des choses bizarres. Elle me fixe comme si elle savait un secret. Tu stresses que trop, ma belle. Elle est si vieille, c'est tout. Garde ton calme, et quand la vente sera validée, t'auras plus qu'à tourner la page. Sophie hocha la tête, cigarette aux lèvres, le regard vide. Mais au fond d'elle, un frisson. Ce calme trop parfait chez sa mère commençait à l'inquiéter. Pendant ce temps, Lucienne écrivait dans son carnet « Elle a peur, c'est bon signe, les menteurs ne dorment jamais bien ». Elle remit le carnet dans le tiroir, puis décrocha le vieux téléphone mural. « Allô, monsieur Delaunay ? C'est Lucienne Morel. Oui, je voulais savoir, vous travaillez toujours au cadastre ?» Un court silence, puis une voix masculine, un peu fatiguée. « Oui, Lucienne, toujours. Pourquoi ? Parce que j'aurais besoin d'une copie certifiée d'un acte, l'ancien, celui de 1983. Ah, celui du terrain et de la maison ? Exactement, avec le sceau original. Je te le prépare, tu passes le chercher demain ? Non, répondit-elle calmement. Fais-le-moi envoyer. J'aime que les choses arrivent par la voie officielle. Elle raccrocha, alluma la petite lampe à huile et observa la lumière trembloter sur les murs. Chaque détail, chaque minute, chaque mot était désormais une pièce de son puzzle. Lucienne ne cherchait pas à se venger par colère. Non, elle préparait une leçon, une démonstration. Le lendemain, au café, les conversations allaient au bon train. « T'as vu Sophie ? Elle est revenue au village souvent ces temps-ci. Oui, paraît qu'elle s'occupe des papiers de sa mère, une fille dévouée qu'ils disent. » Lucienne entra à cet instant. Tous se turent une seconde. Elle salua, s'installa tranquillement, demanda un café noir. « Vous parliez de ma fille ?» demanda-t-elle sans hausser la voix. Un silence gêné. « Non, non, on disait juste qu'elle a l'air très prise en ce moment. » Lucienne sourit. « Oh oui, elle l'est, et bientôt, elle le sera encore plus. » Elle but une gorgée, laissa le goût amer du café lui brûler la langue. Dehors, le vent s'était levé. Le ciel prenait cette teinte d'acier qu'elle connaissait bien. Chaque fois qu'il ressemblait à ça, dans son ancienne vie à la mairie, c'était signe qu'une tempête administrative approchait. Et cette fois, ce ne serait pas différent. Le matin où la lettre arriva, le facteur posa l'enveloppe beige dans la boîte, sans se douter qu'il venait d'y déposer une bombe. Lucienne, déjà debout, entendit le bruit métallique du clapet. Elle attendit quelques secondes avant de sortir, comme si elle voulait savourer l'instant. Le ciel était encore pâle, les hirondelles faisaient leur ronde au-dessus des toits et la brume du matin s'accrochait aux arbres. Elle prit l'enveloppe, la retourna, lut le nom « Maître Fournier, notaire associé », le même nom que celui qui avait fait signer la fausse vente. Lucienne rentra lentement, posa la lettre sur la table sans l'ouvrir. Elle s'assit, alluma la radio, puis baissa aussitôt le volume. Le silence valait mieux. Elle observa l'enveloppe, les doigts posés sur le papier comme sur une plaie qu'on hésite à rouvrir. Puis, calmement, elle prit un couteau de cuisine et découpa le bord. À l'intérieur, une feuille dactylographiée sur papier épais, avec un ton administratif trop propre pour ne pas cacher quelque chose. « Madame Morel, suite à la régularisation de la cession de votre bien immobilier 6 au 14 rue des Églantiers, je vous informe que la mutation a été validée par le service du cadastre. La propriété est désormais enregistrée au nom de Madame Sophie Durand. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. Veuillez agréer, madame, l'expression de mes salutations distinguées. » Maître Jean Fournier-Lucienne resta immobile. Aucun cri, aucune larme, juste une respiration lente, maîtrisée. Elle plia la lettre, la remit dans l'enveloppe, puis la rangea dans un tiroir séparé de celui du carnet. Tout était clair maintenant. Le mensonge avait pris forme légale. Et la vérité, elle, allait devoir emprunter le chemin inverse, plus lent, plus patient, mais plus solide. L'après-midi, Sophie arriva rayonnante, un foulard de soie autour du cou, des lunettes de soleil trop grandes pour cacher son orgueil. « Alors, tu l'as reçue, la lettre ?» Lucienne répondit sans la regarder. « Oui, c'est une bonne chose, tu sais. Maintenant, tout est officiel, on peut avancer. » « Oui, avancer. » Lucienne prononça le mot avec une douceur si étrange que Sophie fronça les sourcils. « Tu ne m'en veux pas ?» Lucienne leva enfin les yeux. « M'en vouloir ? Non,
J'observe. C'est tout. Observer quoi? Les gens qui creusent leur propre trou sans s'en rendre compte. Sophie la fixa, déstabilisée. Tu insinues quoi là? Rien. Bois ton café, il va refroidir. Le soir même, Lucienne prit son vieux téléphone à cadran. Elle composa lentement un numéro griffonné sur un bout de papier. Cabinet Fournier, bonsoir. Bonsoir, ici Lucienne Morel. J'aimerais parler à maître Fournier, s'il vous plaît. Un instant, je vous le passe. Quelques secondes de musique d'attente, puis la voix grave du notaire. Madame Morel, tout va bien? Oui, maître. Je voulais simplement vous remercier pour votre courrier. Je vous en prie. Votre fille a bien fait les choses, je dois dire. Ah oui, très bien fait même. Un silence. Mais dites-moi, maître Fournier, quand vous parlez d'acte de cession, vous faites bien référence à un document daté du 12 septembre, signé à votre cabinet? Exactement, je me souviens, votre fille vous accompagnait. Vous avez signé devant moi. Lucienne laissa planer un léger rire, sec, presque imperceptible. Ah, c'est ça, oui. Curieux, tout de même. Je ne me rappelle pas de cette date-là. J'étais à l'hôpital ce jour-là. Silence, puis un léger raclement de gorge de l'autre côté. À l'hôpital? Êtes-vous sûr? Très. J'ai encore le bracelet et le compte-rendu médical. Vous comprenez, à mon âge, on garde tout. Je vois. Peut-être un malentendu alors. Oh, sûrement. Les papiers ont parfois leur propre volonté. Bonne soirée, maître. Elle raccrocha. Son visage resta impassible, mais ses yeux pétillaient d'une lueur dure, méthodique. Elle reprit son carnet, ajouta une ligne. L'acte est faux. Le notaire ne le sait pas encore, mais il va l'apprendre. La nuit tomba sur le village. Lucienne sortit sur le perron. Le vent faisait frémir les feuilles du vieux tilleul, et quelque part au loin, un orage grondait. Elle leva les yeux vers le ciel. Tu vois, Paul, elle a falsifié ton nom aussi. Même toi, elle t'a effacé. Mais demain, je remettrai ton cachet sur cette maison. Elle portera de nouveau ton empreinte. Une éclaircie déchira les nuages, illuminant un instant la façade de pierre. Lucienne resta là, droite, minuscule face à la nuit, mais invincible. Les jours suivants, le village crut que tout était rentré dans l'ordre. Lucienne, comme toujours, sortait arroser ses fleurs à cette heure précise, faisait un signe de tête au facteur, passait devant la boulangerie sans s'arrêter. Mais sous ce calme apparent, quelque chose avait changé. Son silence n'était plus celui d'une vieille femme tranquille. C'était celui d'un orage qui retient son souffle. Chaque matin, elle posait la lettre du notaire sur la table avant son café. Elle la lisait encore, lentement, comme on relit une trahison pour en comprendre les nuances. Puis, soigneusement, elle la repliait, la glissait dans une chemise bleue et rangeait le tout dans une armoire à double fond, derrière les draps de lin. À midi, elle marchait jusqu'à la mairie. Pas pour faire des démarches, juste pour observer. Elle saluait la secrétaire, s'asseyait sur un banc et regardait les gens signer des papiers. Les gestes, les stylos, les tampons, tout ce qu'elle connaissait par cœur. Quand le maire la vit un jour, il s'approcha avec son sourire poli. Alors, Lucienne, tout va bien? On te revoit souvent par ici. Je me renseigne, répondit-elle calmement. Sur quoi? Ah, sur la différence entre une signature vraie et une signature copiée. Le maire resta un instant interdit. Lucienne lui adressa un sourire paisible. Oh, ne t'en fais pas, c'est pour ma culture personnelle. Chez elle, le soir, elle rangeait tout avec une précision militaire. Les documents d'un côté, les notes de l'autre. Sur la table, un petit carnet de cuir où elle notait ses observations. 13 octobre. Le cachet du notaire ne correspond pas à celui des archives communales. 14 octobre. La signature sur l'acte n'a pas la même inclinaison que celle de 2016. 15 octobre. Sophie ignore encore que j'ai tout gardé, les copies, les reçus, le vrai titre. Elle ne se pressait pas. Elle voulait que la vérité mûrisse, comme un fruit qu'on cueille au moment exact. Et pendant ce temps, elle laissait Sophie parler, mentir, se vanter. Un dimanche, au marché, Lucienne croisa Claudette, la voisine aux cheveux rouges et à la langue bien pendue. Alors, Lulu, ta fille a tout réglé? On dit qu'elle va rénover la maison. Lucienne haussa les épaules. Ah bon? Et avec quel argent? Claudette cligna des yeux. Ben, avec la vente, non? Quelle vente? Eh bien, la tienne, voyons. Lucienne sourit, sereine. Oh, Claudette, tu sais, dans les histoires de famille, il faut toujours attendre la dernière page avant de savoir qui dit vrai. Ce soir-là, Sophie appela. Maman, j'ai eu le notaire.
Il veut qu'on signe la mise en vente la semaine prochaine. Ah, déjà? Oui, c'est bien, non? Lucienne prit une seconde avant de répondre. C'est rapide, surtout pour quelqu'un qui n'a pas encore le droit de vendre. Un silence glacé s'installa au bout du fil. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, juste que les actes, parfois, ont une vie plus courte que les secrets. Maman, arrête avec tes phrases bizarres. Tu me fais peur. C'est toi qui devrais t'en faire, pas moi. Elle raccrocha doucement. Pas de colère, pas de cri. Juste ce sourire fin, presque imperceptible, celui qu'elle avait le jour où Paul avait remporté son premier procès contre un promoteur malhonnête. C'était le même sourire, celui de quelqu'un qui sait déjà qu'il a gagné. 2 jours plus tard, le facteur apporta un recommandé. Lucienne signa, remercia et attendit que la camionnette s'éloigne avant d'ouvrir. Un courrier du greffe départemental. Madame Morel, suite à votre demande de vérification cadastrale, nous confirmons que l'acte de mutation du bien 6 au 14 rue des Églantiers présente des anomalies de registre. Nous vous prions de vous présenter sous 8 jours pour dépôt de dossier complémentaire. Lucienne relut la phrase 3 fois. Pas un sourire, pas un mot. Elle se contenta d'éteindre la radio, de fermer les volets, puis de s'asseoir à la table. Le silence, dense et total, enveloppa la maison. Même le tic-tac de l'horloge sembla suspendu. Elle prit son carnet et écrivit « Le vent tourne, les papiers parlent. Et cette fois, c'est moi qui tiens la plume. » Puis elle se leva, alla à la fenêtre et regarda la route vide. Le village dormait encore dans son ignorance, mais bientôt, très bientôt, il apprendrait que le silence d'une vieille femme est souvent le prélude au tonnerre. Le lundi matin, Belleval bruissait de rumeurs. Dans les ruelles étroites du village, les mots circulaient plus vite que le vent. On disait que Lucienne avait des ennuis, que Sophie gérait tout, que la maison allait changer de main. Certains ajoutaient d'au même que la vieille dame perdait la tête. Chez la boulangère, entre 2 baguettes et 3 commérages, le sujet revenait toujours. « T'as vu la mère Morel? Elle parle plus à personne. Paraît qu'elle prépare un dossier contre sa fille. » Contre sa fille? Allons, Claudette. Elle radote, c'est tout. À cet âge-là, on invente des histoires. Mouais, mais je l'ai vue à la mairie, l'autre jour. Elle notait des trucs, comme une inspectrice. Elle m'a pas l'air folle, moi. Peut-être pas folle, mais rancunière, sûrement. Et dans ce petit théâtre de village, chaque phrase enflait comme une vague. Lucienne, elle, les entendait toutes. Elle n'en ratait aucune. Ce matin-là, elle marchait jusqu'à la poste, enveloppe brune à la main, les yeux fixés droit devant. « Bonjour, Madame Morel », lança la postière avec son sourire de façade. Lucienne répondit d'un signe de tête. « Lettre recommandée avec accusé de réception, s'il vous plaît. »« Bien sûr. » « C'est pour qui ?» Lucienne marqua une pause, puis dit tranquillement. « Le cabinet du notaire Fournier. » La postière leva un sourcil. « Encore? Vous avez déjà envoyé un courrier la semaine dernière, non ?» Lucienne sourit. « Oui, je complète le dossier. La vérité aime les annexes. » Elle paya, récupéra le reçu, puis quitta la poste sans un mot de plus. Dehors, les rideaux des maisons remuaient à peine, mais elle sentait les regards derrière. Ce n'était pas de la pitié. Pas encore, c'était de la curiosité, cette fièvre douce des villages qui sentent qu'un scandale approche. L'après-midi, Sophie arriva en voiture. Elle klaxonna, entra dans la cour, sans même attendre que sa mère ouvre. « Maman, qu'est-ce que t'as encore raconté à la poste ?» Lucienne leva les yeux de son tricot. « À la poste? Rien, j'ai envoyé du courrier. C'est encore permis, je crois. »« Oui, mais pourquoi au notaire ?» Lucienne posa calmement l'aiguille. « Tu poses beaucoup de questions, Sophie. On dirait une coupable. » Sophie blêmit. « Ne commence pas avec tes sous-entendus. Les gens parlent. Tu passes pour une folle. Tu veux que tout le village se moque de toi ?»« Oh non, » répondit Lucienne avec un demi-sourire. « Je veux qu'il t'écoute, toi. »« Moi ? Oui, continue de leur parler. De dire que tu t'occupes de moi, que tu me protèges. C'est très bien, ça. Plus tu mens, plus tu me rends service. » Sophie se leva d'un bond, fulminante. « Tu cherches quoi, au juste ? À te laisser creuser ton trou ? Tu le fais si bien !» Sophie quitta la pièce, furieuse, claquant la porte. Dans la rue, Claudette, justement, promenait son chien. Elle avait tout entendu. Le lendemain, au marché, Lucienne avança d'un pas tranquille entre les étals. Les gens se taisaient sur son passage. Certains lui lançaient des regards prudents, d'autres franchement curieux. Elle les salua, acheta ses pommes, ses carottes, comme si de rien n'était.
Claudette finit par s'approcher. Dis donc, Lulu, on dit que t'as des soucis avec ta fille. C'est vrai tout ça? Lucienne la regarda dans les yeux. Tu veux la vérité ou une belle histoire à raconter ce soir? Claudette resta muette, prise à son propre jeu. Lucienne ajouta calmement: Ma fille a pris ce qui ne lui appartenait pas. Et maintenant, elle va découvrir que tout mensonge laisse une trace, même sur du papier glacé. Claudette déglutit. Tu veux dire, elle t'a volé? Disons qu'elle a confondu héritage et impatience. Ce n'est pas grave. La loi, elle, ne confond jamais. Le soir, dans la petite rue des Églantiers, on ne parlait que d'elle. Les rideaux s'agitaient, les téléphones s'allumaient, les murmures se tissaient comme une toile. Lucienne, seule chez elle, écoutait le vent et souriait. Elle avait voulu ça, que tout le monde sache, que les rumeurs se propagent avant que les papiers officiels ne tombent. Elle connaissait la force du murmure. Elle l'avait vu briser des carrières quand elle travaillait à la mairie. Elle reprit son carnet et écrivit: Les langues sont plus rapides que la justice, mais parfois elles préparent dans le terrain mieux qu'un avocat. Puis elle referma le carnet, posa ses lunettes et éteignit la lumière. Le silence s'installa, épais, rassurant. Dans le noir, elle murmura: Continue, ma fille, que tout le village te regarde bien quand tu tomberas. L'armoire trônait au fond de la chambre, massive, d'un bleu passé, avec des charnières de fer forgé. C'était Paul qui l'avait fabriquée, à une époque où les meubles avaient une âme et où les secrets avaient besoin de bois pour dormir tranquille. Pendant des années, elle n'avait servi qu'à ranger les draps et les couvertures. Mais ce matin-là, Lucienne décida d'en faire une forteresse. Elle déverrouilla la serrure, une petite clé dorée qu'elle portait toujours autour du cou, et écarta les piles de linge. Derrière, dans un renfoncement qu'elle seule connaissait, se cachait une boîte en fer. Elle la tira doucement, comme on tire un souvenir d'une tombe. À l'intérieur, des tampons administratifs, des copies d'actes anciens, des échantillons d'encre et un vieux manuel de vérification notariale. Tout ce que Lucienne avait emporté à sa retraite, au cas où. Elle posa la boîte sur la table, ouvrit le manuel et se mit à comparer, signature par signature. Sur le document de 1983, celle de Paul, nette, légèrement penchée. Sur le faux acte récent, le trait trop lisse, trop droit, la pression de plume incohérente. Même un élève de collège aurait vu la différence. Mais les notaires, eux, avaient-ils cessé de voir depuis longtemps? Lucienne traça un cercle rouge autour des deux signatures, puis une flèche, puis nota au crayon. Preuve 1, falsification visible à l'œil nu. Puis, elle posa sa loupe sur le cachet. Le sceau communal, censé être imprimé par pression, montrait de légers contours d'impression laser. Elle sourit. Sophie, ma fille, tu as voulu jouer avec le papier? Tu en aurais dû te souvenir que ta mère a passé 40 ans à vérifier les tiens. L'après-midi, elle appela discrètement son ancien collègue de la mairie, Henri Lemoine, un petit homme à lunettes, à la voix toujours un peu fatiguée. Allô, Henri, c'est Lucienne? Ah, Lulu, ça fait une éternité. Comment va ma meilleure contrôleuse? Je te dirai ça quand j'aurai fini une petite vérification. Henri rit. Encore toi et tes dossiers. Qu'est-ce que tu cherches cette fois? Disons, un document. J'aimerais vérifier un sceau communal sur un acte soi-disant authentifié par Fournier. Hum, Fournier, le notaire du bourg? Oui, et le sceau est daté du 12 septembre. J'aimerais que tu me dises si ce jour-là quelqu'un a réellement apposé un cachet en mairie. Henri se tut quelques secondes. Je peux regarder les registres internes, mais je devrais être discret. Discret, Henri, tu l'as toujours été. Je te rappelle demain matin. Lucienne raccrocha, referma la boîte, remit tout dans l'armoire bleue. Puis elle s'arrêta un instant, la main sur le bois. Cette armoire, témoin de sa vie, devenait le coffre-fort de sa vengeance. Pendant ce temps, Sophie, ignorante du plan, préparait la mise en vente officielle. Elle téléphona à une agence immobilière de la ville. Oui, une maison ancienne, 180 mètres carrés, grand terrain, héritage familial. Oui, j'ai tous les papiers. Elle se regardait dans le miroir en parlant, ajustant ses boucles d'oreilles. Vous pouvez venir prendre des photos la semaine prochaine? Parfait. Ma mère sera là, mais ne vous inquiétez pas, elle n'intervient plus. Elle raccrocha satisfaite. Encore quelques jours, et c'est plié, murmura-t-elle. Le lendemain, à 8 heures précises, le téléphone sonna. Henri Lemoine à l'appareil. Lulu, tu m'entends? Oui, je t'écoute. J'ai fouillé les registres, et tu avais raison. Aucun cachet n'a été apposé en mairie ce jour-là.
Le numéro d'enregistrement est faux et la signature du secrétaire général n'existe pas. Lucienne ferma les yeux une seconde. Merci Henri, ne dis rien à personne. Je t'enverrai un courrier avec copie des documents. Tu comptes faire quoi? Remettre la vérité à sa place. C'est tout. Elle raccrocha, s'assit devant son carnet et nota: le cachet est faux. Les preuves s'accumulent. L'armoire bleue contient désormais la mémoire et la justice. Puis elle referma le carnet et resta un moment immobile. Dehors, les enfants du village rentrèrent de l'école. Leur rire résonnait dans la rue. Lucienne les regarda passer à travers la fenêtre. Eux, ils apprennent encore à écrire. Toi, ma fille, tu vas apprendre ce que signifie falsifier. Le soir, elle rangea tout dans l'armoire bleue, verrouilla et accrocha la clé autour de son cou. Cette fois, elle n'avait plus peur. Son silence n'était plus une retraite, c'était une arme. Et dans la maison de Pierre, alors que le vent faisait battre les volets, Lucienne murmura: les secrets dorment bien dans le bois, jusqu'au jour où ils décident de parler. Le samedi suivant, Sophie appela sa mère avec une voix sucrée. Maman, je passe ce soir. J'apporte à dîner. On se fait un petit repas tranquille, toutes les deux, comme avant. Lucienne fixa le téléphone quelques secondes avant de répondre. Comme avant? Il y a longtemps qu'on n'a pas mangé comme avant, Sophie. Mais viens, je t'attends. Elle raccrocha puis se tourna vers le buffet. Le vieux service en porcelaine blanche y dormait depuis des années. Elle en sortit 2 assiettes, 2 verres et une nappe brodée par ses mains il y a 30 ans. Ce soir, elle voulait que tout soit impeccable, parce que les mensonges, pensait-elle, se goûtent de mieux dans un décor propre. À 19h, Sophie entra, un sac en papier à la main, l'air triomphant. Regarde, j'ai pris des lasagnes de chez Bontemps, tes préférées, et une tarte au citron. Tu vois, j'essaie de faire les choses bien. Lucienne la remercia d'un signe de tête sans chaleur et mit le couvert. Sophie parlait beaucoup, trop, de son travail, de ses projets, de la future rénovation de la maison. Je vais refaire la toiture, tu verras. Ça donnera de la valeur à la propriété. Et puis, je garderai une chambre pour toi, bien sûr. Quand tout sera terminé, tu pourras venir quand tu veux. Lucienne la regardait, muette, les yeux fixés sur les mains de sa fille. Ses mains qui signaient sans trembler, qui manipulaient les papiers comme des cartes de jeu. Tu es fatiguée, non? Demanda Sophie un peu gênée du silence. Non, j'écoute. Tu écoutes quoi? La façon dont tu mens sans respirer. Sophie fronça les sourcils. Encore tes allusions. Tu te rends compte que tu deviens paranoïaque? Lucienne sourit très doucement. Paranoïaque? Non réaliste. Le mensonge, tu sais, c'est comme le vin. Il faut le laisser reposer pour sentir sa vraie odeur. Elles mangèrent en silence. Seul le bruit des couverts résonnait dans la pièce. Sophie picorait plus qu'elle ne mangeait. Tu veux du vin? Proposa-t-elle. Non, toi tu en as besoin. Verse-toi en. Sophie servit un verre, but une gorgée, puis 2. Tu me fais peur, maman. Pourquoi tu dis rien ces derniers temps? Les gens parlent, on dirait que tu prépares quelque chose. Lucienne leva les yeux vers elle, sereine. Je prépare le dessert. Sophie haussa les épaules, agacée, et retourna à sa tarte. Lucienne, elle, se leva, alla chercher un dossier sur la commode, le posa doucement sur la table. Tu reconnais ça? Sophie pâlit en voyant la chemise bleue. C'est quoi ça? L'armoire de ton père, celle que tu as oublié d'ouvrir avant de tricher. Sophie tenta un rire nerveux. Maman, arrête, tu fais peur là. Ce n'est pas moi qui devrais avoir peur. Lucienne ouvrit le dossier. À l'intérieur, 2 actes de propriété. Le vrai signé de la main de Paul Morel et le faux, celui qu'avait présenté Sophie au notaire. Tu vois, Sophie, les signatures, c'est comme les visages. On ne peut pas les imiter éternellement. Sophie se leva brusquement. Mais d'où tu tiens ça? C'est illégal de fouiller dans mes papiers. Lucienne éclata d'un rire froid, sec, presque douloureux. Illégal? Toi, tu parles de loi? Toi, qui as falsifié un acte notarié? Tu dis n'importe quoi, j'ai rien fait de mal. Alors pourquoi ton cachet est imprimé et non pressé? Pourquoi le numéro de registre du cadastre n'existe pas? Pourquoi le notaire m'a écrit pour dire que la mutation est en anomalie? Le silence s'abattit, lourd, étouffant. Sophie ne respirait presque plus. Lucienne reprit calmement. Tu vois, ma fille, je ne me suis jamais battue pour l'argent, mais tu as touché à ma maison. À l'âme de ton père, à ce que nous avons construit de nos mains.
Et ça, c'est un crime qu'aucune fille ne devrait commettre. Sophie recula, tremblante. Tu vas faire quoi? Me dénoncer? Lucienne baissa les yeux, remit les papiers dans la chemise et répondit doucement. Non, pas encore, pas moi, d'autres le feront pour moi. Elle rangea le dossier, se leva, prit la nappe et la secoua sur l'évier. Le dîner est terminé, Sophie. Et crois-moi, la digestion sera longue. Sophie sortit sans un mot, claquant la porte. Lucienne resta seule, appuya les mains sur la table, ferma les yeux. Elle sentit la fatigue. Oui, mais aussi la satisfaction tranquille de celle qui sait que la vérité n'a plus besoin d'être criée. Elle reprit son carnet, écrivit d'une main ferme. Elle a vu l'épreuve. Elle tremble, c'est le début de la fin. Puis, refermant le cahier, elle souffla la bougie. Le vent s'engouffra dans la cheminée, faisant frémir la flamme avant qu'elle ne s'éteigne. Et dans le noir, Lucienne murmura « Ce soir, Paul, j'ai allumé la mèche. » Le lendemain matin, Lucienne se leva avant le soleil. Elle prit un bain rapide, enfila son tailleur gris, celui qu'elle gardait pour les enterrements, et les rendez-vous officiels. Dans le miroir, son visage semblait plus ferme que jamais. Sur la table, la chemise bleue l'attendait, bien fermée, accompagnée de son carnet noir et d'un dossier relié. Elle posa la main dessus, comme sur un cœur qui bat. « Il est temps, murmura-t-elle. » Elle appela un taxi. Le chauffeur, un jeune homme qu'elle connaissait à peine, essaya de faire la conversation. « Vous allez en ville, Madame Morel? C'est rare de vous voir par ici. »« Je vais rendre visite à la vérité, » répondit-elle calmement. Le chauffeur, déstabilisé, se tut pour le reste du trajet. Le greffe départemental se dressait au centre de la préfecture, un bâtiment beige aux fenêtres étroites. À l'intérieur, une odeur de papier, de cire et de poussière. Des gens attendaient sur des bancs, d'autres feuilletaient des documents sans comprendre ce qu'ils signaient. Lucienne, elle, savait exactement ce qu'elle faisait. Elle s'avança vers le comptoir. « Bonjour, je viens pour le dépôt d'un dossier concernant une falsification de titre de propriété. » La greffière, une femme d'une quarantaine d'années, leva les yeux, surprise. « C'est vous la plaignante? »« Oui. » « Et la personne mise en cause ?» Lucienne hésita une seconde, puis, d'une voix ferme, « Ma fille. » Un léger silence se fit dans le bureau. La greffière inspira doucement. « Je vois. Avez-vous des éléments de preuve ?» Lucienne posa la chemise sur le comptoir. « Tout est là. Les documents originaux, les copies falsifiées, la correspondance notariale, les confirmations du cadastre. J'ai aussi un témoignage d'un ancien employé communal confirmant l'absence du cachet. » La greffière feuilleta les papiers, le regard s'agrandissant au fil des pages. « C'est très complet, madame. Vous avez travaillé dans l'administration ?» Lucienne esquissa un sourire. « 40 ans de service. Je connais les fantômes des bureaux mieux que personne. » 1 heure plus tard, un jeune magistrat la reçut dans un petit bureau tapissé de classeurs. Il écouta, prit des notes, examina les actes avec un air à la fois admiratif et consterné. « C'est un dossier solide, madame Morel. Mais vous savez que c'est grave. Si votre fille a effectivement falsifié ces documents, elle risque plusieurs années de prison. » Lucienne hocha la tête, sans émotion. « Je le sais, mais il n'y a pas de justice sans conséquence. Vous souhaitez qu'on ouvre une enquête officielle? Oui, et que vous informiez le notaire. Il doit répondre de son aveuglement. » Le magistrat signa un papier, y apposa le tampon officiel. Le son sec du cachet résonna dans la pièce. Lucienne ferma les yeux un instant. « Ce bruit-là, je l'attendais depuis longtemps, » dit-elle doucement. À midi, elle sortit du bâtiment. L'air était froid, coupant mais léger. Sur les marches du greffe, elle resta un moment immobile. Les gens passaient sans la remarquer. Une vieille dame avec un dossier sous le bras, comme tant d'autres. Mais elle savait qu'elle venait de faire basculer l'équilibre. Elle marcha jusqu'à un petit café et s'assit près de la fenêtre. Elle commanda un café noir, sortit son carnet et nota. Dossier déposé. Le tonnerre est enregistré. En face d'elle, 2 femmes discutaient. « T'as entendu? Il y a une histoire de fraude immobilière à Belleval. Une vieille dame aurait dénoncé sa propre fille. » Lucienne ne leva pas la tête. Elle se contenta de souffler sur son café, le cœur calme. Le bruit courait déjà. Le vent faisait son travail. En fin d'après-midi, elle rentra au village. Le taxi s'arrêta devant la maison. Claudette était là, à arroser ses géraniums. « Alors, Lulu, on voyage ?» lança-t-elle curieuse. « Je suis allée signer un papier, » répondit Lucienne. « Ah bon ?»
Quel genre de papier? Lucienne lui adressa un sourire tranquille. Celui qui met les menteurs à nu. Elle entra chez elle, posa son sac, ouvrit la fenêtre. Le vent portait l'odeur de la pluie et du métal, celle des soirs où tout peut basculer. Elle sortit la clé de l'armoire bleue, ouvrit le tiroir du bas et y rangea le double du dossier. Puis, dans son carnet, elle écrivit: Elle croit encore que tout est sous contrôle, mais bientôt le téléphone sonnera et la loi aura sa voix. Elle posa le stylo, soupira longuement. Le soleil déclinait, teintant la maison d'une lumière d'ambre. Lucienne regarda la photo de Paul sur la cheminée. C'est fait, mon amour. J'ai déposé la vérité. Et elle portera ton nom. Le téléphone sonna en fin d'après-midi. Lucienne, qui triait des factures dans le salon, reconnut le numéro avant même de décrocher. Elle s'assit, redressa le dos, puis porta lentement le combiné à son oreille. Allô, Madame Morel? C'est Maître Fournier. Sa voix, d'habitude si assurée, avait perdu de sa rondeur. On y sentait la nervosité d'un homme qui découvre qu'il a posé la mauvaise signature au mauvais endroit. Je vous écoute, maître, répondit Lucienne calmement. Je viens de recevoir une notification du greffe. Il semblerait qu'une vérification soit en cours concernant l'acte de cession de votre maison. Il semblerait, oui. Oh, je voulais simplement vous informer que j'ai été convoquée pour fournir les copies officielles du dossier. C'est une procédure normale, bien sûr, mais disons que je ne m'attendais pas à ça. Lucienne resta silencieuse. Elle voulait qu'il parle, qu'il s'enfonce lui-même. Le notaire reprit, hésitant. Votre fille m'a assuré que tout était en ordre, que vous étiez d'accord. Elle a apporté les papiers déjà préparés. Vous savez, je n'ai fait que suivre la procédure. En fermant les yeux, coupa Lucienne doucement. Pardon? Vous avez suivi la procédure en fermant les yeux, maître, comme on le fait quand on signe des chèques sans regarder le montant. Un silence gêné. Madame Morel, je comprends votre colère, mais je ne suis pas en colère, je constate. Sa voix resta posée, mais chaque mot tombait avec le poids d'un verdict. La falsification est un crime, maître, pas une erreur de plume. Et vous l'avez authentifié. Alors je vous conseille de coopérer pleinement, parce que moi, je n'ai plus rien à perdre. De l'autre côté du fil, un souffle, puis un simple « Je comprends ». Lucienne hocha lentement la tête, même si personne ne la voyait. Bonne soirée, maître, et dormez bien tant que c'est encore possible. Elle raccrocha. Le soir, au même moment, Sophie sortait du supermarché quand son téléphone vibra. Elle regarda l'écran. Maître Fournier. Son cœur se serra. Elle hésite. Tout. Elle hésita, puis décrocha. Bonsoir, maître. Madame Durand, je dois vous informer qu'une procédure de vérification a été ouverte concernant l'acte de cession du bien de votre mère. Quoi? Mais pourquoi? Qui a fait ça? Le greffe départemental nous a contactés suite à un dossier très complet déposé en votre nom. Avec preuves, correspondance et témoignages. Non, non, c'est impossible. Ma mère ne comprend rien à ces choses-là. Je crois qu'elle comprend bien plus que vous ne l'imaginez, répondit doucement le notaire. Sophie sentit ses jambes se dérober. Elle s'appuya contre sa voiture. Maître, il faut arrêter ça, elle est confuse, elle invente. Les documents qu'elle a fournis sont parfaitement clairs. Et entre nous, je vous conseille de trouver un avocat. La falsification d'actes est un délit passible de prison. Le téléphone glissa presque de sa main. Prison? Non, non, il doit y avoir une erreur. Je l'espère pour vous, Madame Durand, mais croyez-moi, ce genre de dossier ne se trompe pas. La ligne coupa. Sophie resta là, au milieu du parking, incapable de bouger. Le vent faisait claquer les banderoles publicitaires au-dessus d'elle. Autour, les gens allaient et venaient, indifférents. Elle sentit la panique la gagner. Sa mère venait de déclencher quelque chose qu'elle ne pourrait plus arrêter. Chez Lucienne, la soirée était paisible. Elle épluchait des pommes pour une compote, le vieux transistor diffusant un air de musette en fond. Chaque note semblait accompagner sa respiration. Sur la table, le téléphone reposait, immobile, silencieux. Elle nota dans son carnet « Appel reçu, le notaire vacille, le vent s'est levé ». Puis elle posa le stylo, ferma les yeux et écouta le silence. Elle imaginait la panique de Sophie, ses coups de fil frénétiques, ses mensonges qui se fissuraient. Ce n'était pas de la vengeance, non, c'était de la justice, lente, méthodique, inévitable. Elle regarda la photo de son mari sur la cheminée. « Tu vois, Paul ?» Même les notaires finissent par trembler. « Toi, tu aurais aimé voir ça ?»
Tard dans la nuit, le téléphone sonna encore. Lucienne hésita, puis décrocha. Cette fois, c'était la voix tremblante de Sophie. Maman, qu'est-ce que t'as fait? Ce que tu aurais dû faire toi-même, dire la vérité. Tu veux me détruire? Non, je veux que tu assumes, c'est tout. Mais tu vas tout perdre aussi. La maison sera bloquée, l'argent, tout. Lucienne resta silencieuse un long moment, puis dit: Je n'ai rien à perdre, ma fille, j'ai déjà tout donné. Ce que tu appelles tout, ce n'était qu'un toit. Moi, je parle de valeur. Elle raccrocha sans attendre de réponse. Dans la maison, le tic-tac de l'horloge semblait plus fort que d'habitude. Lucienne se leva, alla jusqu'à la fenêtre et observa la rue déserte. Le village dormait, mais dans la nuit tranquille, elle sentit le monde bouger imperceptiblement, comme si la vérité venait de respirer pour la première fois. Elle sourit, éteignit la lumière et murmura: Demain, elle comprendra ce que signifie falsifier, pas un document, une mère. 3 jours après l'appel du notaire, le monde de Sophie s'effondra. Le premier signe vint par la poste, un courrier à en-tête du tribunal départemental. Elle l'ouvrit debout dans sa cuisine, les doigts tremblants. Madame Durand, nous vous informons de l'ouverture d'une enquête pour falsification d'actes publics et usage de faux à la suite du dossier déposé par Madame Lucienne Morel. Vous êtes convoquée au tribunal le 14 du mois à Dizerle pour audition. La non-comparution entraînera des poursuites immédiates. Elle relut le courrier 3 fois sans comprendre. Ses mains devinrent moites, son souffle court. Elle a osé, murmura-t-elle, la voix cassée. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une femme décoiffée, au bord du vide. Ce même matin, maître Fournier l'appela encore. Madame Durand, j'ai été entendue hier. La situation est très sérieuse. Les preuves de votre mère sont accablantes. Mais il doit y avoir un malentendu, maître. J'ai utilisé les documents que j'avais. Elle devait signer, elle m'a donné son accord. Madame Durand, je vous déconseille de mentir maintenant. Le greffe a confirmé que votre mère se trouvait à l'hôpital le jour de la prétendue signature. L'acte est donc invalide et relève du pénal. Pénal? Cria Sophie. Oui, et j'ai, moi aussi, été mise en cause pour négligence professionnelle. Je n'ai aucune intention de porter seule cette faute. J'ai fourni votre nom et les détails de nos échanges. Vous... vous m'abandonnez? Je me protège. Il raccrocha. Sophie resta immobile, la bouche ouverte, le téléphone serré dans la main. Puis, elle explosa. Elle renversa une chaise, balaya la table d'un geste, les papiers volant en tous sens. Elle hurla, seule, comme une bête blessée. Tout ce qu'elle avait voulu, cette maison, cette revanche sur une vie médiocre, s'écroulait à cause d'une vieille femme obstinée. Pendant ce temps, au village, les rumeurs avaient été pris des ailes. Tu sais, la fille de Lucienne, celle qui a voulu lui voler la maison? Eh bien, la gendarmerie est venue chez elle? Mais non. Si, ma parole. Ils disent mon qu'elle risque gros. Et la mère, tu verrais comme elle marche droite maintenant. On dirait qu'elle rajeunit. Lucienne, elle, continuait à vivre calmement. Chaque matin, elle arrosait ses fleurs, balayait la terrasse, saluait le facteur. Son carnet reposait désormais sur le buffet, ouvert à la page du triomphe. Le mensonge s'effondre de lui-même, il suffit d'attendre. Mais ce jour-là, elle reçut une lettre qu'elle n'attendait pas. Une lettre de Sophie. L'écriture était nerveuse, maladroite. Maman, pourquoi tu fais ça? Tu veux que je finisse en prison? Tu veux que tout le monde me déteste? Tu m'as toujours rabaissée, toujours humiliée. J'ai voulu me prouver que j'étais capable, c'est tout. Tu n'as jamais eu confiance en moi. Tu préfères ton passé à ton propre sang. Si tu continues, je te jure que je ne te reverrai plus jamais. Sophie. Lucienne lut la lettre sans trembler. Puis elle prit un stylo et répondit au dos de la feuille. Ma fille, tu confonds l'amour et la propriété. On ne trahit pas une mère pour se prouver quoi que ce soit. Tu voulais la maison. Moi, je voulais que tu comprennes le mot respect. On récolte toujours ce qu'on signe. Elle plia calmement la lettre, la glissa dans une enveloppe et la laissa sur la table. Elle n'avait même pas besoin de l'envoyer. Sophie comprendrait le message autrement. 2 jours plus tard, les gendarmes se présentèrent à la porte de Sophie. Les voisins, attirés par le bruit, observaient depuis les fenêtres. Madame Sophie Durand, vous êtes convoquée pour audition sous contrôle judiciaire. Elle tenta de se justifier, de parler vite, trop vite, mais les gendarmes ne répondaient pas. Ils avaient entendu tout cela 100 fois.
Ils l'accompagnèrent à la voiture sans brutalité, sans un mot. Au même instant, dans sa maison, Lucienne lisait son journal. À la page locale, un petit encart mentionnait une enquête ouverte à Belleval pour falsification d'actes immobiliers. Aucun nom cité, mais elle sut. Elle posa le journal, prit sa tasse et murmura: Voilà, le jardin est nettoyé. Le soir, Claudette vint frapper à sa porte, le regard plein d'excitation. Lucienne, tu as vu? Ta fille, la police, tout le monde en parle. C'est terrible. Lucienne la regarda calmement. Terrible? Non, Claudette. Nécessaire. Tu ne dis pas ça sérieusement? Si. Quand on plante le mal dans sa propre maison, il faut bien un jour le déraciner, même si c'est douloureux. Claudette recula mal à l'aise. Lucienne referma la porte doucement, sans colère. Puis, seule dans le couloir, elle resta debout un long moment, la main sur la poignée. Ce n'était pas la joie qu'elle ressentait, c'était un mélange étrange de paix et de tristesse. Elle retourna à sa table, ouvrit son carnet et écrivit: Le châtiment est tombé, mais la douleur reste. La justice, parfois, a le goût du sel. La nuit tomba sur Belleval. Lucienne monta se coucher, éteignit la lampe et s'allongea sans un bruit. Dans le silence, elle sentit enfin le poids des années quitter ses épaules. Mais sous ses paupières, une image persistait, celle de Sophie, petite fille, courant dans le jardin, riant aux éclats, les cheveux dans le vent. Je t'aimais, tu sais, murmura-t-elle dans l'obscurité. Mais tu m'as obligée à te rappeler ce que vaut la vérité. Puis elle s'endormit, calme, droite, implacable. Le lendemain de la convocation de Sophie, la rumeur était devenue certitude. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. La fille Morel avait falsifié les papiers de sa mère. Au café du village, on chuchotait, on levait les sourcils, on faisait semblant d'être choqué, tout en savourant la tragédie. Mais Lucienne, elle, ne se cachait plus. Ce matin-là, elle traversa la place du marché, vêtue de son manteau bleu, la tête haute. Elle n'évitait plus les regards, elle les affrontait. Certains la saluaient timidement, d'autres détournaient les yeux, embarrassés. Elle se contentait de répondre d'un signe du menton, le geste d'une femme qui sait qu'elle a eu raison, mais qui n'a pas besoin de le crier. En rentrant chez elle, elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe blanche scellée du timbre du tribunal de Châlons. Elle l'ouvrit calmement. Assise à la table du salon, un rayon de soleil éclairant la porcelaine du service à café. Madame Morel, votre dépôt de plainte pour falsification d'actes publics a été jugé recevable. Les pièces fournies constituent un dossier probant. Une enquête judiciaire est ouverte à l'encontre de Madame Sophie Durand et Maître Jean Fournier. Vous êtes convoqués pour dépôt de témoignages complémentaires et présentation des originaux. Merci de vous présenter au greffe le 20 à 9h. Lucienne relut la lettre, inspira profondément. Pas un sourire, pas une larme, juste ce soulagement dense et lourd qui ne laisse plus de place à la peur. Elle se leva, alla jusqu'à la cheminée, prit la photo de Paul et murmura: Tu vois, mon vieux, cette fois, la vérité a une date et une heure. Le 20, elle se présenta au tribunal, ponctuelle, habillée sobrement. Dans la salle d'attente, le silence était épais. Les gens feuilletaient leurs dossiers, nerveux. Lucienne, elle, observait les murs, les cadres, le parquet ciré. Tout cela lui rappelait ses années de service à la mairie, le monde des formulaires, des signatures, des tampons, un monde qu'elle connaissait mieux que quiconque. Quand son nom fut appelé, elle entra dans le bureau d'un jeune juge, dossier bleu sous le bras. Madame Morel, installez-vous, je vous en prie. Il prit un ton respectueux, presque doux. Votre dossier a impressionné tout le monde ici. C'est rare qu'une affaire soit aussi bien documentée. Lucienne sourit légèrement. Les papiers sont comme les gens, monsieur le juge. Quand on les écoute, ils parlent. Elle sortit un à un les documents. Le vrai acte, jauni par le temps, le faux, net et trop parfait, les correspondances, les relevés, les témoignages. Elle expliqua tout, méthodiquement, calmement, chaque mot tombé avec la précision d'un coup de marteau. Et vous affirmez que votre fille, Madame Durand, a rédigé ou fait rédiger ce faux document. Je n'affirme pas, je constate. J'ai les preuves. Le juge hocha la tête. Et que recherchez-vous, au fond? Lucienne le regarda droit dans les yeux. La vérité, pas la vengeance, et la justice, pas la pitié. Le juge resta silencieux, touché par la clarté de cette phrase. Je vous remercie, Madame Morel.
Votre témoignage suffira amplement. En sortant du tribunal, Lucienne croisa Sophie. Elle ne l'avait pas vue depuis des semaines. Sa fille semblait méconnaissable, les traits tirés, les yeux rougis, la voix brisée. Maman, Lucienne s'arrêta. Qu'est-ce que tu fais là? Ils m'ont convoquée aussi. J'ai dit que je voulais arranger les choses, que j'étais désolée. Lucienne hocha lentement la tête. Désolée ne répare pas un acte, Sophie. Ni une trahison. Je voulais juste récupérer un peu de ce que j'ai perdu. Tu ne m'as jamais rien donné. Tu m'as gardée en dehors de tout. Je t'ai donné une éducation, un nom, une maison. Ce que tu as perdu, c'est ton honnêteté. Et ça, tu l'as vendu toi-même. Sophie baissa les yeux, incapable de répondre. Ils vont me condamner, maman. Je le sens. Je vais tout perdre. Lucienne resta immobile. Tu aurais dû y penser avant de falsifier ton propre sang. Puis, plus doucement, mais tu sais quoi? Peut-être que c'est ça la seule manière d'apprendre. Elle tourna les talons et s'éloigna. Sophie resta là, tremblante, les yeux pleins de larmes. Ce soir-là, de retour à la maison, Lucienne ouvrit la fenêtre. L'air du soir sentait la pluie, les feuilles, la justice rendue. Elle s'assit, prit son carnet et écrivit « J'ai parlé, elle m'a vue. La honte, c'est la première forme du pardon. Elle n'a plus besoin de ma colère. Elle a trouvé sa punition. » Elle referma le carnet, replaça la clé de l'armoire bleue autour de son cou et souffla la bougie. La maison était redevenue silencieuse, paisible, entière. Dans la nuit, le vent fit grincer le volet, comme un murmure. Lucienne se coucha, la tête droite sur l'oreiller, et pensa simplement « Demain, ce sera fini, et enfin, je pourrai vivre dans la maison de la vérité. » Le 5 mars, la mairie de Belleval était plus animée qu'un jour d'élection. Les bancs du couloir d'audience étaient pleins. Voisins, curieux, anciens collègues, tous venus juste pour voir. Le maire lui-même, costume tiré à 4 épingles, faisait mine de s'occuper, mais son regard trahissait la curiosité. Ce jour-là, le tribunal avait décidé de tenir l'audition complémentaire sur place pour vérifier les actes notariés et les archives communales. Une formalité pour la justice, une apothéose pour Lucienne. Elle entra, droite, un dossier sous le bras. Sophie, déjà là, fixait le sol, les épaules rentrées. Les flashs des téléphones s'éteignirent aussitôt. Le silence s'installa. Lucienne salua calmement, puis s'assit en face de sa fille. Le juge ouvrit la séance d'une voix neutre. Nous sommes ici pour vérifier l'authenticité d'un acte de cession de propriété entre Madame Lucienne Morel et sa fille, Madame Sophie Durand. Il tourna la tête vers Lucienne. Madame Morel, pouvez-vous présenter les originaux? Lucienne ouvrit la chemise bleue. Le froissement du papier résonna dans la salle comme un souffle sacré. Elle posa sur la table 2 documents. Le premier, jauni, bordé d'une écriture ancienne. Le second, net, artificiel. Voici l'acte authentique, signé par mon défunt mari Paul Morel, daté du 3 mars 1983, enregistré à la mairie. Et voici la copie falsifiée, présentée récemment par ma fille. Le juge examina les 2 feuillets, penché sur la lumière. Il leva un sourcil. Effectivement, le sceau du second document semble imprimé, non pressé, et le numéro de registre ne correspond à rien. Il se tourna vers Sophie. « Madame Durand, avez-vous quelque chose à dire ?» Sophie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses lèvres tremblaient. Enfin, d'une voix blanche, « Je croyais que c'était un duplicata. On m'a dit que c'était légal. » « Qui ça, on ?»« Je ne sais plus. » Lucienne la regardait, calme, sans haine. Le juge soupira. « Madame Durand, vous avez signé un acte illégal. Vous avez tenté de transférer un bien sans consentement réel. C'est une falsification, et vous le savez. » Le notaire Fournier, assis au fond, se leva soudain, la voix tremblante. « Je reconnais ma faute, monsieur le juge. Je n'ai pas vérifié la validité des documents. J'ai agi avec légèreté, mais je n'étais pas complice. » « Votre négligence a permis le crime, » répondit sèchement le juge. « Vous répondrez de vos actes également. » Dans la salle, un murmure parcourut le public. Claudette, au 3e rang, leva la main à sa bouche, les yeux ronds. Lucienne, elle, resta immobile. Quand le juge lui demanda si elle souhaitait ajouter quelque chose, elle répondit simplement « Oui ». Elle se leva, prit les papiers, les tint entre ses mains. « Cette maison n'est pas un bien. C'est ma vie, celle de mon mari, celle d'un homme qui a travaillé 40 ans pour l'acheter pierre par pierre. Ma fille, on n'a pas voulu une maison, elle a voulu me rayer.
Alors j'ai laissé les papiers parler pour moi. Le silence retomba. Même le maire avait baissé la tête. Lucienne posa alors les documents devant le juge et ajouta: La vérité n'a pas besoin de bruit, seulement d'un cachet propre. Le juge acquiesça. Les faits sont établis. La falsification est confirmée. L'acte est annulé. La propriété reste à Madame Lucienne Morel. Le dossier sera transmis pour poursuite pénale à l'encontre de Madame Durand. Sophie se leva, chancela, puis éclata. Maman, tu me détruis. Lucienne la regarda. Droite? Non, Sophie. C'est toi qui as voulu bâtir ton avenir sur un mensonge. Je n'ai fait que retirer les fondations. Le juge leva la séance. Lucienne reprit ses papiers, les rangea dans la chemise bleue et quitta la salle sans se retourner. Les gens s'écartèrent sur son passage comme devant une reine vieillie mais invaincue. En sortant, le vent soufflait fort. Elle s'arrêta sur les marches, leva la tête vers le ciel clair. Une fine pluie commençait à tomber, douce, presque tiède. Elle ferma les yeux et murmura: Paul, c'est terminé. La maison t'appartient encore. Puis elle reprit le chemin du village, lente mais légère, le bruit de ses pas résonnant sur les pavés mouillés. Le soir, elle nota dans son carnet: Aujourd'hui, j'ai rendu la vérité publique. Les masques sont tombés. Ce n'est plus ma fille qui m'a trahi, c'est la justice qui m'a lavée. Et pour la première fois depuis longtemps, Lucienne éteignit la lumière sans peur du lendemain. Le jugement était tombé 2 semaines plus tard. Sophie fut condamnée à 8 mois de prison avec sursis, à une amende et à l'annulation de tous ses droits sur la propriété familiale. Le notaire Fournier, lui, écopa d'une suspension professionnelle d'1 an pour manquement grave à son devoir de vérification. Dans les journaux locaux, quelques lignes à peine. Mais à Belleval, c'était un tremblement de terre silencieux. Les voisins évitaient de parler trop fort quand Lucienne passait. Elle, pourtant, ne fuyait pas. Elle continuait à aller au marché, à la boulangerie, à l'église. Toujours droite, toujours polie, le regard clair. Son calme dérangeait plus que la honte de Sophie. Un matin, Claudette, hésitante, vint frapper à sa porte. Lucienne, je voulais te dire, je t'ai jugée, moi aussi. Je croyais que t'étais dure, mais j'avais tort. T'as bien fait. Lucienne la remercia d'un signe de tête. Tu sais, Claudette, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement laissé la vérité remonter. Elle flotte toujours, même sous la boue. Et ta fille, tu lui en veux? Lucienne resta un instant silencieuse. Puis, non, elle m'a donné une dernière leçon. Celle qu'on reçoit trop tard, quand on confond l'amour et la possession. Claudette hocha la tête, émue. T'as du courage, ma vieille. Lucienne sourit. Non, juste de la mémoire. Sophie, elle, avait disparu de Belleval. Elle vivait désormais dans un petit appartement en ville, loin du regard des autres. Parfois, elle appelait rarement. Toujours la même phrase. Je voulais juste entendre ta voix. Et Lucienne, chaque fois, répondait simplement: La mienne ne t'accuse plus, Sophie, mais la tienne doit encore apprendre à dire pardon. Puis elle raccrochait sans colère, sans rancune. Les jours reprirent leur rythme tranquille. Le jardin refleurit, les rosiers reprirent de vie, les oiseaux revinrent sous le tilleul. Lucienne se surprit à fredonner parfois en préparant ses confitures ou en lavant la vaisselle. La maison respirait de nouveau, et le soir, en refermant les volets, elle murmurait toujours la même phrase: On ne protège pas une maison en verrouillant ses portes, mais en y laissant entrer la vérité. Un soir d'avril, le maire vint lui rendre visite. Lucienne, j'ai reçu la notification officielle. L'affaire est classée. Tu peux dormir tranquille maintenant. Je dors bien depuis le jour où j'ai signé ma plainte, répondit-elle. Tu sais, dans le village, certains disent que t'as été trop dur. Lucienne le regarda longuement. La douceur, monsieur le maire, c'est un luxe qu'on ne peut s'offrir que quand on n'a plus rien à défendre. Moi, je défendais ma dignité. Le maire hocha la tête, un peu honteux, puis s'en alla. Lucienne resta seule dans le silence du soir. Elle ouvrit son carnet pour la dernière fois et écrivit: Le mensonge détruit tout, mais la vérité ne rend pas tout intact. Elle laisse des cicatrices, oui, mais ce sont les seules qui valent porte-balle la peine d'être portées. Puis elle ferma doucement le carnet et le rangea dans l'armoire bleue, à côté des papiers authentiques, désormais scellés à son nom. Le lendemain, elle se rendit au cimetière. Le vent balayait les allées, le ciel était clair. Elle s'arrêta devant la tombe de Paul, y déposa une rose. C'est fini, mon amour. Elle a appris, à sa manière.
Et moi, j'ai enfin fermé le dossier. Elle resta là longtemps, immobile, la main posée sur la pierre froide. Puis elle ajouta d'une voix basse: Tu vois, même la douleur, on peut la classer quand tout est écrit correctement. Elle repartit lentement, le cœur léger. Pour la première fois depuis des mois, elle ne regarda pas derrière elle. Ce soir-là, dans la maison éclairée d'une lumière douce, Lucienne prit une tasse de thé, s'assit dans son fauteuil préféré et contempla les murs. Chaque fissure, chaque tache sur la peinture, chaque meuble racontait une histoire vraie, une histoire à laquelle elle avait rendu sa valeur. Les leçons, se dit-elle, ne servent à rien si on les garde pour soi. Elle alluma une dernière bougie, posa la main sur la clé autour de son cou et murmura: Je ne suis pas une victime, je suis la preuve qu'on peut encore gagner sans haïr. Le printemps s'était installé à Belleval. Les pommiers étaient en fleurs, le vent portait une odeur d'herbe et de terre fraîche. Lucienne marchait lentement sur le chemin du jardin, sa canne traçant une ligne régulière sur le gravier. Chaque pas semblait plus léger qu'avant, comme si, en même temps que l'hiver, elle avait laissé derrière elle tout le poids des mensonges. La maison, immobile, respirait enfin. Sur le rebord de la fenêtre, le chat dormait au soleil. Le linge séchait dans la cour, gonflé par la brise. Lucienne sourit. Ce silence, c'était le vrai. Pas celui du repli ou de la peur, mais celui de la paix retrouvée. Elle entra dans la cuisine, fit chauffer un peu d'eau pour le thé, puis ouvrit le tiroir du buffet. Là, soigneusement plié, se trouvait le vieux carnet noir. Elle le prit, s'assit à la table et tourna lentement les pages. Chaque ligne, chaque mot, chaque date retraçait le combat d'une mère qui avait refusé de plier. La première page parlait de douleur, les suivantes, de preuves, et les dernières, d'équilibre. Elle prit son stylo, ajouta une ultime note: Tout ce que j'ai défendu n'était pas une maison, mais ma mémoire. On peut perdre l'amour, mais jamais la vérité. Et ceux qui veulent l'effacer finissent tôt par disparaître avant elle. Elle referma le carnet, puis se leva. Sur la table, la clé dorée pendait à son cou, brillante à la lumière. Elle la détacha, marcha lentement jusqu'à l'armoire bleue et ouvrit la porte une dernière fois. À l'intérieur, tout était à sa place. Les papiers authentiques, le dossier du tribunal, la photo jaunie de Paul. Elle posa la clé sur le haut de l'armoire, sans la reprendre. Cette maison n'a plus besoin de serrure, murmura-t-elle. Elle a ma parole. Dans l'après-midi, le facteur passa. Madame Morel, une lettre pour vous. Lucienne reconnut l'écriture avant même d'ouvrir. Sophie. Elle hésita un instant, puis déchira doucement l'enveloppe. Maman, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais que je t'ai blessée. Je ne te demande pas de me pardonner, mais de ne pas m'oublier. J'ai compris maintenant ce que j'ai fait. Tu m'as appris, à ta manière, ce que signifie falsifier. Ce n'est pas changer les papiers, c'est déformer la vérité qu'on porte en soi. Je t'aime. Sophie. Lucienne resta longtemps immobile, la lettre dans les mains, puis, lentement, elle leva les yeux vers la fenêtre. Le vent soufflait sur les rideaux, emportant avec lui l'odeur du thé et celle, plus lointaine, du lilas en fleurs. Elle posa la lettre à côté de la photo de Paul, puis murmura: Alors voilà, elle a compris. Tard, mais pas trop tard. Ce soir-là, elle sortit sur le perron. Le ciel était rose, traversé d'hirondelles. Le village semblait paisible, lavé de tout drame. Claudette passa sur le trottoir, leva la main. Bonsoir, Lulu. On dirait que tu rajeunis. Lucienne éclata d'un petit rire. Non, Claudette, c'est juste plus facile de respirer quand on ne garde plus de secrets. Elle s'assit, les mains posées sur ses genoux, et regarda le soleil disparaître derrière les collines. Le vent fit tinter doucement la vieille cloche suspendue à la porte. La nuit venue, avant de se coucher, elle prit la lettre de Sophie, la plia soigneusement et la glissa dans le carnet noir. Elle alluma la dernière bougie, celle qu'elle gardait pour les soirs importants. La flamme tremblotait, éclairant les pages comme un adieu. Lucienne murmura: On m'a appris à ne pas voler. Je n'ai fait que rendre ce qu'on m'avait pris. Elle souffla la bougie, et dans le silence de la maison, il ne resta plus que le tic-tac régulier de l'horloge, comme si le temps, enfin, s'était remis à marcher du bon côté. Fin. Et si tu veux transmettre une leçon comme celle de Lucienne, partage cette histoire, abonne-toi et rappelle-toi. La vérité finit toujours par reprendre sa maison,